J'ai 10 minutes pour vous parler de ce petit titre-là. Ça va être compliqué pour moi, je suis un peu logoréique, mais on va se lancer. Donc notre école est obsolète pour la simple et bonne raison qu'en fait elle est old-fashioned. Elle a été pensée au moment de la révolution industrielle pour produire du notable en veux-tu, en voilà. Or aujourd'hui, les nouveaux notables, c'est un peu vous les devs, et j'ai pas l'impression que l'école, en tant que telle, elle vous est formée à ce que vous faites dans votre quotidien. Donc elle est un petit peu surannée. Elle est aussi obsolète parce qu'elle est définissante et marginalisante. J'entends là, si je vous pose à tous la question, quel élève est-ce que vous avez été? J'imagine que vous avez des phrases un peu clés, genre « Ah, j'étais le premier de la classe » ou « J'étais plutôt au fond de la classe ». Et donc du coup, on est défini et essentialisé dans un rôle qu'il est difficile de dépasser ou de nuancer. En fait, l'école, elle n'a pas le temps. L'école, il y a 30, voire 35 élèves par classe. Elle peut pas laisser le temps aux élèves de nuancer qui ils sont, comment ils ont envie de se construire, comment ils ont envie de se voir. C'est pour ça que j'ai parlé de la culture du peut pas. En fait, on labellise un peu sur le front de nos élèves, tu peux pas, pourquoi tu voudrais aller en S? Tu peux pas, t'as pas le niveau, tu veux devenir veto, mais t'es nul en maths, c'est pas possible. Et ça génère un peu un rapport à l'échec qui est compliqué et du coup qui nous empêche derrière dans notre vie quotidienne ou quand on cherche un taf à essayer d'expérimenter parce qu'on a peur de se planter. Genre moi là j'ai hyper peur de me planter ce soir. Et en fait l'école elle va un peu apporter des dégâts sur notre confiance, la créativité, la flamme qui a été évoquée un peu tout à l'heure chez Algolia et finalement ça m'a l'air d'être plus ça dans le monde de l'entreprise qu'on cherche que vraiment savoir qui est Musset et qui était Perdican et Camille dont il a beaucoup parlé. Alors moi je m'appelle Audrey et j'ai été prof pendant 5 ans dans une école privée hors contrat qui accueillait des élèves en décrochage scolaire. C'est un peu le mot à la mode, c'est un peu le nouveau truc dont on commence à parler. Et j'avais envie de vous parler d'eux. Alors j'ai mis John Doe, j'aurais pu mettre Jane Doe. L'idée c'est pas tant de vous parler d'un seul de mes élèves, mais un peu de tous les différents profils que j'ai pu côtoyer. En l'occurrence, un des points communs que la plupart des élèves avaient, que j'ai rencontrés, c'est ces phrases-là. Ces phrases-là, je les ai pas inventées, hein. Elles ont vraiment été prononcées à des élèves. Tu es bête, tu n'es bon à rien. Et surtout, le pire, je pense, c'est que tu n'y arriveras jamais. Genre, un adulte, à un moment, s'est dit qu'il avait la bonne idée de poser un jugement définitif sur un schtroumpf, une petite tête blonde qui le regarde plein d'espoir. Et en fait, ce « tu es bête », il a été dit à un élève de CE2, et à 17 ans, ça a donné ça. Un article sur un blog qu'on a créé dans l'école, où il explique, en fait, et ça fend le cœur quand on le lit, qu'à partir du CE2, il s'est rendu compte qu'il n'était pas fait pour apprendre, que s'il le faisait, éventuellement, c'était pour les autres, qu'il avait beau faire des efforts, mais que... En fait, il servait à rien. Et ça a posé cette question-là. À quoi ça sert d'être un élève? Et je vous la pose en fait, à quoi ça sert d'être un élève? On a l'impression d'apprendre des choses inutiles, on a l'impression que la vie est ailleurs. Quand on cherche des justifications auprès de nos parents ou des adultes, ils nous disent que c'est la clé pour la suite, pour le brevet, pour le bac, pour les études supérieures, puis tu verras après. C'est pas hyper passionnant, hein. C'est marrant de regarder 2 secondes à travers la fenêtre ou les cartouches sur le plafond. Mais au bout d'un moment, on a envie de faire quelque chose un peu de concret. Et en fait, on se l'est probablement tous posé cette question un jour ou l'autre, juste on l'a évacuée assez rapidement. Mais mes élèves, ils ne l'ont pas évacuée et ils ne sont pas si différents de vous que ça. C'était qui? Souvent, les décrocheurs, on a tendance à dire c'est peut-être des élèves difficiles, ou ils ont des parcours compliqués, etc. Pas forcément. En fait, ces élèves, ça peut être des kinesthésiques. C'est-à-dire qu'au lieu d'apprendre, comme vous êtes tous là, bien assis, tranquillement, sagement, en silence, ils ont besoin de bouger, ils ont besoin de marcher, ils ont besoin de se dynamiser, de faire des gestes, etc. Parce que ça rend l'apprentissage plus simple, ça l'ancre. Ils peuvent être aussi sensibles. Les hypersensibles, c'est le mot à la mode. Cette sensibilité-là, ça demande à être dans un rapport de l'apprentissage un peu serein. Sauf que la note, le jugement, et merci Open Classroom de ne pas mettre de notes, c'est pas hyper rassurant en fait. Et je pense qu'on a été plusieurs à vivre ce moment-là. On va parler des maths, ça catalyse pas mal de problématiques, les maths, dans l'apprentissage. À se dire, putain, mais j'arrivais à faire cet exercice à la maison, pourquoi je me suis plantée au contrôle, je comprends pas. Parce que le stress, la pression de la note derrière, ça nous a complètement bloqués et inhibés. Et on a eu aussi d'autres profils qui sont un peu peut-être les plus marrants. C'est ces petits rebelles là, ces petits rebelles de la liberté qui comprennent pas trop le sens de la contrainte, le sens de la consigne. Et si on leur explique pas, en fait, ils vous envoient juste chier. Et vous êtes là genre mais non, mais viens rentrer en interaction avec moi. Et du coup, l'idée, c'est de leur donner le temps de l'explication et de leur dire, en fait, cette consigne, elle a un sens, elle n'est pas absurde. Viens, on va en discuter, on va débattre pour essayer de la comprendre. Du coup, dans le lieu où j'ai bossé avec 2 de mes collègues ici présentes, Camille et Pauline, les Totally Spice, comme les élèves nous ont surnommés,
On a redéfini le but de l'école. On s'est dit que, c'est faux, l'école, elle ne forme pas à des métiers. Moi, j'ai fait un bac S, j'ai fait des études de lettres, et j'ai été prof dans une école privée, truc qui n'a rien à voir. Par contre, ce qui peut être intéressant, c'est qu'elle développe un peu l'envie, la curiosité d'aller vers l'autre, d'aller chercher, et ça rejoint un peu les deux talks avant moi, qui finalement, eux, sont plus ancrés dans le réel de la société, là où nous, l'école, elle est quand même assez en décalage. Et là-dedans aussi, il y a l'idée de faire société. Faire société, pour moi, c'est en fait, c'est s'écouter, s'entendre, se connaître d'une certaine manière en tant qu'individu et pouvoir entrer en connexion avec les autres dans le collectif. Et aujourd'hui, l'école, encore une fois, parce qu'elle n'a pas le temps, je ne lui jette pas la pierre, elle ne donne pas trop cette opportunité-là. On est plutôt dans la compétition, dans la comparaison. Et donc, c'est un peu compliqué de travailler en collectif. C'est compliqué, du coup, derrière notre rapport au travail en équipe. Et j'ai assisté à un atelier samedi dernier où il a fallu collaborer en équipe dans un cadre hyper restrictif. En fait, on n'a pas réussi. C'était hyper compliqué, alors qu'on était tous très volontaires. Deuxième point, on a favorisé l'horizontalité. Je ne sais plus qui tout à l'heure parlait de structure pyramidale. En fait, il y a une espèce de croyance qui est assez ancrée. C'est qu'on a l'expérimenté, l'apprenant, on a le sachant et celui qui va apprendre. Et le sachant, il est supposé tout savoir. Or aujourd'hui, moi j'ai l'impression que le prof d'histoire qui m'apprend mon cours, il sait tout, mais je pense que Google, il l'explose en termes de connaissances. Donc du coup, cette posture de sachant, elle n'est pas si intéressante que ça finalement dans l'apprentissage. Et au contraire, elle est sclérosante. Parce que du coup, l'apprenant, il va avoir peur de se tromper, vu qu'il sait tout. Moi, je sais rien, c'est la cata. Donc on a zappé ça, on s'est dit on va être plutôt dans une dynamique de co-construction avec nos élèves, de dire voilà, moi j'ai des choses à te transmettre, toi potentiellement t'en as aussi à me transmettre, voyons voir ce qu'on peut échanger avec nos connaissances et notre petit bagage tous les deux. Et ça on a pu le faire parce qu'on allait vraiment à la rencontre de nos élèves. Alors on fonctionne et c'est un peu notre idéal sur du petit effectif et avec beaucoup de one-to-one pour essayer de comprendre en fait réellement ce dont l'élève a besoin. Alors on m'a demandé d'être un peu plus précise et concrète, de donner une petite boîte à outils. Comme je m'adresse à un public de dev, a priori, on m'a demandé de parler de framework. Et puisqu'on nous a surnommé les Totally Spice Framework. Première étape, faire du café à vos élèves, c'est génial. Blague à part, l'idée c'est de leur redonner confiance. Comme on ne peut pas forcément le faire sur ces élèves-là qui ont décroché par le côté académique, on va essayer de passer en périphérie par des actions. Le cas d'une de mes élèves, elle est dyspraxique. Pour faire un gros résumé, la dyspraxie, c'est que tu réinventes la règle à chaque fois. C'est un peu compliqué quand tu dois faire inlassablement des exercices de maths ou autre. Donc j'ai proposé de me faire mon café tous les matins quand elle arrivait. Elle a mis 1 mois à peu près à ce qu'elle puisse automatiser le geste, 2 mois à ce qu'il soit buvable et 3 mois à ce qu'on n'ait pas besoin d'une armée de nettoyeurs derrière. Deuxième point, c'était la créativité. En fait, ils se sont sentis un peu brimés dans la scolarité à s'empêcher d'être créatifs. Et donc du coup, plutôt que de leur proposer en études de texte du Musset ou du Molière, on s'est dit on va partir de leur envie. Alors leur envie c'est PNL, c'est un peu compliqué, mais du coup ça développe vachement leur créativité parce qu'ils sont obligés d'aller chercher l'essence qu'il n'y a pas dans le texte. Du coup ils inventent, ce qui est plutôt pas mal. Et le dernier point, l'idée c'est de les réancrer dans le réel en fait, de revenir à cette fameuse question à quoi ça sert d'être élève et d'essayer de les amener par le réel, par ce qu'ils font et par ce qu'ils mettent en place pour eux et non plus pour les autres. Et donc ça passe par le corps notamment. Et répondre à cette question, à quoi ça sert d'être élève, à quoi du coup je sers et quel est mon but dans la vie. Et donc notre école est obsolète, peut-être, jusqu'à preuve du contraire. Et pour moi, le contraire, il est justement dans ces élèves-là qui nous ont obligés à repenser en fait notre accompagnement, à repenser la posture qu'on pouvait avoir, à repenser en fait le monde et à repenser qui ils étaient. Merci. Si vous avez des questions... En gros, là, pour pouvoir changer, repenser les façons de penser aux élèves, il faut du temps. Vous avez combien d'élèves? Comment ça se passe? Dans quel âge? Alors, combien d'élèves pour le moment? Moi, j'ai quitté cette école. Ce lieu, en tant que tel que j'ai pu le décrire, n'existe plus. Et notre envie, notre objectif, c'est de construire une école. Mais du coup, ça serait sur... idéalement, nous, on accompagnait 5 élèves à un instant T. Et en fait, tu accompagnes des élèves qui ne travaillent pas sur les mêmes sujets. Donc je peux avoir, c'était du collège-lycée, nous on serait peut-être sur plutôt du lycée, mais pour te donner un peu un exemple concret, l'idée c'était, tu en as un qui va faire des maths, 6e, du français première, de l'histoire 3e, et en fait je me pose à côté du premier, je regarde avec lui, je discute, et en fait le one-to-one à ce moment-là permet cet espace-temps de reconnexion en fait.
à soi. Et oui, effectivement, par rapport à la grosse machine de l'éducation, aujourd'hui en tant que telle, c'est compliqué. Mais il faut qu'il y ait des initiatives qui se créent, et puis de plus en plus d'initiatives, et puis on fera un framework. Du coup, pour le financement, ça se passe comment? Est-ce que tu auras un prof ou cinq élèves? Eh bien écoute, on peut en discuter après autour d'une bière. J'ai plein d'idées et je cherche des idées. Il y a les frais de scolarité qui peuvent être subventionnés. Alors en France, il y a quand même un système qui est pas mal fait, c'est qu'il y a pas mal d'aides pour les élèves qui ont des dyspraxies ou d'autres problématiques. Tu as des bourses en fait, scolaires qui sont données. Il y a des associations, il y a des fondations qui commencent un peu à s'intéresser à ces marginaux d'une certaine manière. Et puis après, moi je suis ouverte à toute forme de financement. J'écrirai des bouquins, je mettrai les cours que je crée en ligne. Enfin, je sais pas en fait. C'est très ouvert. Parce que là, on a trois types différents de personnalité, on va dire. Est-ce que tu en as vu d'autres types de personnalités et comment tu t'adaptes à chacune? En fait, des types de personnalités, là c'était un peu pour schématiser, caricaturer, et comme tu l'as vu, 10 minutes c'est court. Donc oui, il y en a plein d'autres, et en fait j'ai envie de dire, il y en a autant qu'il y a d'individus, et encore pire, il y en a autant qu'il y a d'individus à différents types, différents moments. C'est-à-dire qu'un même élève qui va avoir un certain parcours, quand il va arriver chez nous, on pourra l'associer éventuellement au côté rebelle, et en fait pas du tout derrière, c'est un grand timide ou un grand sensible. C'est très 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 nuancé. Comment on s'adapte? Tu l'as dit à un moment donné, on tente et on itère en permanence. On est un peu une espèce de laboratoire de relations humaines. Je pense que le point qui nous caractérisait, c'était l'écoute de l'élève en tant que vraiment individu. Et ça a commencé, et ça c'est un truc que moi je voudrais garder si on crée une structure. Dans l'entretien, je ne me suis jamais adressée aux parents. C'est à l'élève que je m'adresse parce qu'en fait c'est sa vie, c'est son parcours, qu'il ait 10 ans, qu'il en ait 15, qu'il en ait 20. Et donc déjà de le reconsidérer et de le remettre au centre de sa propre vie, souvent ça a fait un espèce de choc chez eux qui est assez surprenant, qui fait qu'ils réouvrent une petite brèche dans la relation avec nous. Et après le fait d'avoir des vannes, c'est d'avoir l'air d'avoir 15 ans, ça aide aussi la relation. Je voulais savoir quel est ton avis sur les pédagogies alternatives, genre Montessori ou Freinet? Freinet, je la connais pas très bien, donc je pourrais pas en parler. Montessori, il y a plein de choses que je trouve hyper intéressantes, notamment quand je pense que tu es parent, de le faire rentrer chez toi pour éveiller ton enfant. Il y a beaucoup de ce qu'elle propose, de ce qui est proposé, interprété, qui est du bon sens, à mon avis, en termes de créativité, de curiosité. Par expérience, les élèves qu'on a récupérés de Montessori, c'est souvent au primaire que ça existe, Montessori en l'occurrence sur Paris, c'était la cata. C'était la cata parce que, par rapport en tout cas à la norme du système français, en fait, ça part tellement dans tous les sens que quand ils arrivent en 6e, on attend d'eux qu'il y ait une certaine structure de pensée, une certaine capacité d'organisation. De ce que j'ai pu voir sur les 2 écoles que j'ai côtoyées par les différents élèves, ça n'avait pas du tout été accompagné et pas du tout pensé. Et du coup, pour des parents qui derrière avaient une attente de remettre les enfants dans un système traditionnel en passant par chez nous en tant qu'intermédiaire, ça a été une bataille infinie. Et du coup, de ce point de vue-là, je pense qu'exclusivement du Montessori, c'est compliqué en termes de scolarité. Par contre, il y a un juste milieu. Je pense qu'il y a des choses dont on peut s'inspirer, notamment pour l'éveil et la curiosité. En fait, j'ai une réflexion que je n'ai pas donnée une définition de ce que vous pensez être le but de l'école, à part de l'État, mais c'est quoi est-ce qu'on attend des États, on attend des gens qui ont été bien formés par exemple. Ça, c'est pas le but que je considère, moi, de l'école. En fait, l'école a été pensée vraiment au moment de la révolution industrielle, où on a commencé du coup à industrialiser notre société, et donc on avait besoin de différents profils. Et il se trouve qu'aujourd'hui, la société, elle a pris un tournant que l'école n'a pas pris. En fait, on attend encore de former des gens avec des connaissances plutôt que potentiellement des compétences. Et on est beaucoup plus dans une sorte de Fordisme de l'apprentissage que dans l'attention à l'individualité, à la créativité. Aujourd'hui, moi, je vois la plupart des élèves que j'ai eus, en fait, je pense qu'ils feront, de par leurs compétences, des tafs qui n'existent pas. Et sauf que l'école traditionnelle, elle les a éjectés justement parce qu'ils ne rentraient pas dans le moule qui était attendu. Mais je ne sais pas qui sont les nouveaux notables. C'était une blague, hein, les devs sont les nouveaux notables. C'est juste que pour moi, ça illustre bien. Qu'est-ce que, derrière la profession des programmes de la liste qu'on fait avaler aux élèves, quelle idée en fait?
moi je me dis, c'est pour être un psychologue, pour avoir une histoire, une solution, etc. Et pourquoi c'est cette réflexion-là, je me dis, qu'est-ce que. Et je trouve qu'on n'a pas assez, quand on est élève, on n'a pas assez pourquoi on apprend des choses. Ouais. On apprend des choses, mais pas pourquoi. Et forcément, les gens se sont posés la question de faire ça, c'est une bonne idée de leur donner, plutôt que ça. Et donc il y a une définition quelque part, et je me demande si vous avez une je ne sais pas si beaucoup de réflexions qu'il y a eu derrière le contenu qui est transmis a été pensé réellement pour les élèves dans la société du XXe siècle. Je pense que ça a été pensé à un moment donné, notamment en France, comme un héritage traditionnel et culturel qu'il est nécessaire d'acquérir. Je ne suis pas sûre que ça a été pensé de manière très actionnable dans le concret. Enfin, moi, des cours d'histoire, des cours d'histoire que j'ai pu avoir pour me former en tant que citoyenne, c'est intéressant culturellement de comprendre le passé pour comprendre le présent, pour éventuellement se faire des connexions par rapport au futur. Les trucs que j'ai trouvé le plus intéressant, c'était les débats que j'ai pu avoir de société par rapport à moi, mon quotidien, que mon prof avait mis en place. Et ça nous permettait de comprendre et d'expliquer, du coup, de réancrer en disant, bah voilà, tu vois, là, ton argument, il se limite, parce qu'en fait, tu n'as pas cette connaissance-là. Mais si on te délivre la connaissance brute, sans explication, c'est compliqué en fait de l'accepter. Je pense juste que de l'impression que j'en ai, après j'ai pas une expertise colossale sur le sujet, je suis plus sur le terrain avec les élèves que sur la masturbation mentale de la pensée, mais je suis pas sûre qu'en fait ça a été réellement réfléchi et repensé par rapport au terrain concret aujourd'hui de 2020, quoi.